La méthode que j'ai utilisée, c'est une méthode hippocratique. C'est-à-dire, d'abord écouter ce que disent les malades, essayer de comprendre, voir si c'est cohérent, plausible, mettre au point des tests diagnostiques objectifs, et vous verrez que maintenant nous les avons, et enfin essayer de mettre au point un traitement. Donc rien d'original, rien de nouveau, mais pourtant cette démarche-là est malheureusement de plus en plus oubliée au niveau des recherches, puisqu'on est maintenant dans les études épidémiologiques cas témoins, des études tirées au sort randomisées, dans des tas de nouvelles techniques, notamment épidémiologiques, qui, je vous le rappelle, ne mettent jamais ne peuvent jamais prouver une causalité, uniquement une association entre deux événements, entre par exemple tel facteur de l'environnement et tel effet sanitaire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les études épidémiologiques dont on se gausse un peu parce que quand elles sont négatives, apparemment ça innocente ce que le phénomène qu'on étudie, alors que je vous rappelle que dans l'appel de Paris, il est clair, il est dit, et ceci a été signé par de milliers de scientifiques dans le monde, que une étude épidémiologique négative ne signifie pas l'absence de risque. Et c'est la raison aussi pour laquelle il faut combiner à la fois l'observation clinique, qui est absolument indispensable, mais également les études épidémiologiques, bien sûr, mais surtout et également donc les études toxicologiques et biologiques, car André Bicot nous a parlé de toxicologie, mais il y a également la biologie qui est par derrière, parce que ce qui se passe chez un fœtus, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe chez une personne qui a 80 ans d'âge. Donc il est clair que, si vous voulez, les trois aspects essentiels que sont l'épidémiologie, la toxicologie et la biologie doivent être assemblés pour essayer de comprendre ce qui se passe, et que le ferment ou l'initiation provient de l'observation clinique, et c'est ce que je vais ce dont je vais vous parler maintenant. Alors, je vais tout simplement faire état. Je vais essayer d'aller le plus vite possible. Je vais vous résumer en gros ce qui a été dit lors d'un colloque que nous avons organisé le 18 mai dernier à l'Académie royale de médecine de Belgique. Au cours de ce colloque, nous avons d'ailleurs fait une déclaration internationale sur l'électrohypersensibilité et la sensibilité multiple aux produits chimiques, car effectivement l'OMS ne reconnaît pas encore ou ne reconnaît que partiellement ces deux entités. Alors tout ce que je vais vous dire, de toute façon, est accepté pour publication, devrait paraître dans les semaines qui viennent dans une revue américaine qui est Reviews of Environmental Health. C'est un énorme article de 25 pages qui va synthétiser tout ce que je vais vous raconter maintenant. Alors, inutile de nous appesantir sur les progrès techniques, technologiques. Ça aboutit à la technologie sans fil qui est là-haut. Et j'ai pas le pointeur, là, il n'y a plus de pointeur. Ça, faut vérifier, là. Il n'y a pas un pointeur. Bon. Alors, vous avez, si vous voulez, tout ça vous est tout à fait connu. On parle d'abord de l'électricité vers les années 1900, et puis on est avec la radio, les radars, bien sûr. Merci beaucoup. Comment ça marche? Non. Voilà. Donc l'électricité, la radio, donc qui est sans fil, là déjà aussi. Les radars, la télévision, puis arrivent les ordinateurs, bien sûr, avec la description de ce qu'on appelle la screen dermatitis par les Suédois. Et puis, si vous voulez, on va au téléphone portable pour arriver à tout ce que l'on a actuellement, cette technologie sans fil. Et puis, simultanément, on voit l'apparition d'un certain nombre de maladies, l'électrocution, les cancers, dont on se demande s'ils sont pas liés à certains facteurs, la maladie des micro-ondes, et la nématite, les cancers, donc voilà, et puis les tumeurs du cerveau qui sont maintenant. Donc tout ça, c'est cette technologie-là. Alors les liens sont pas toujours bien établis,
et c'est ce qui crée la confusion dans les esprits. Voilà le spectre. Vous vous rappelez, il y a les basses et extrêmement basses fréquences. Ouais. Voilà. Voilà, là il y a les basses fréquences, extrêmement basses fréquences qui sont là. On a on a les fréquences radio, les radiofréquences, et puis on arrive dans les hyperfréquences. On arrive à la lumière visible, et puis on arrive au rayonnement X et rayonnement gamma. Tout ça, je suis beaucoup moins compétent que M. Van der Vorst, donc je vais passer très rapidement. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que où en est-on de la reconnaissance de cette électro-hypersensibilité par l'OMS, hein, et voilà. Alors, vous avez ici un résumé de ce que l'OMS a dit. En 2002, on n'était pas trop mal parti, puisque l'OMS avait classé les extrêmement basses fréquences et basses fréquences comme possiblement carcinogéniques, le groupe donc 2B. Puis, en 2013, donc il y a peu de temps, elle a récidivé pour ce qui était radiofréquences et hyperfréquences. Car le problème des radiofréquences, d'ailleurs, c'est par extension que maintenant qu'il faut les considérer. Et donc voilà. Donc au niveau de de l'effet carcinogène, on est dans du possible, pas dans du probable, ni dans du certain, mais dans du possible. Alors je vous passe ce que j'ai pu apprendre en dehors des déclarations médiatiques concernant l'OMS, pour ce qui est des radiofréquences, les 30 experts internationaux avaient décidé non pas de classer en 2B mais en 2A, et il y a eu des pressions de l'OMS, des multinationales notamment, disant écoutez, si vous classez les téléphones portables et la Wi-Fi dans les 2A, c'est-à-dire probablement cancérigène, on vous sucre telle ou telle subvention. Donc voilà comment ça se passe par derrière. Et donc le directeur du cirque a donc été obligé de descendre d'un cran pour ce qui était de la reconnaissance des radiofréquences. Alors, du rôle cancérogène des radiofréquences. Alors, pour la multiple chemical sensitivity, il y a eu aussi un certain nombre de workshops qui ont été organisés par l'OMS et également au niveau, la même chose pour les électro-hypersensibilités. L'OMS n'a toujours pas statué depuis 2005 sur l'électro-hypersensibilité en tant que pathologie reconnue et acceptée dans la classification internationale des maladies. Et si vous voulez, pour le MCS, c'est assez difficile aussi à considérer, car c'est sous une rubrique qui ne mentionne pas réellement MCS et autres allergies, etc. Donc, mais il y a tout de même une considération, qu'il y a une case qui doit être remplie. Sachant que cette case est actuellement intitulée Idiopathic Intolerance, Idiopathic Environmental Intolerance, c'est-à-dire une intolérance environnementale idiopathique. C'est-à-dire qu'on admet que c'est d'origine environnementale, mais on ne sait pas si c'est lié au champ électromagnétique ou aux produits chimiques. Alors voilà, je vais essayer de vous présenter très rapidement notre étude, une étude qui date de à peu près 2008 et qui a fait que j'ai pu examiner en consultation, maintenant c'est 1500 cas, mais on va s'arrêter là, parce que maintenant on va passer dans une étude probablement randomisée. Là, c'est une étude prospective qui court encore. Là, c'était, vous voyez, on était à 1216 cas investigués et j'ai présenté donc 839 cas analysés, 727 évaluables. Alors, il y a de tout là-dedans. Il y a des électro-hypersensibles seuls. Il y a des multiple chemical sensitivity seuls. Et puis, vous avez, surtout, ce qui est très important, c'est sur un nombre de cas important, 150 cas, vous voyez, où le patient a les deux affections ensemble. Soit que ça commence par voilà, 150 cas, soit ça commence par l'électro-hypersensibilité, ça évolue vers une sensibilité multiple aux produits chimiques, soit ça commence par une sensibilité multiple aux produits chimiques et ça évolue vers une électro-hypersensibilité.
Voilà. Alors, le point très important, c'est qu'il y a une prédominance féminine. Vous voyez que, en gros, que ce soit, on a tout mélangé, hein, électrosensible et MCS, de toute façon, il y a une prédominance féminine, c'est-à-dire que pour 3 personnes atteintes de l'une ou l'autre, l'une et ou l'autre de ces affections, eh bien, il y a 2 femmes pour un homme. Donc, voilà, l'âge médian, vous voyez qu'il y a des extrêmes, on voit des adolescents, mais en dehors de cette série-là, j'ai des enfants et des nourrissons. Ceci est très important, ils n'ont pas été inclus dans cette étude-là, mais il est clair qu'aujourd'hui, vous avez des nourrissons de 3 à 6 mois qui sont électro-hypersensibles. Alors, avec bien sûr une symptomatologie très particulière, voilà. Alors, on va essayer de détailler tout ça. Bon, voilà. Alors, ceci, vous voyez que c'est ce que je viens de vous dire. Donc ici, nous avons les électrosensibles seuls. On va voir comment on les a individualisés aussi dans un instant. Ici, c'est les Multiple Chemical Sensitivity. Ça, c'est les 2. Vous voyez que lorsqu'il y a les 2, c'est 3 femmes pour un homme. Donc ça veut dire que les 2, il y a encore une surexpression féminine. Donc il est évident que ce type de pathologie est lié au sexe. Alors, ce que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui, parce que l'analyse est en cours, c'est la description clinique de ce qui se passe. Vous savez que dans la littérature, on dit c'est des symptômes non spécifiques, c'est-à-dire que c'est subjectif, etc., etc. Alors, c'est toute la médecine, et donc ça n'a pas de valeur. C'est toute la médecine qu'il faudra reconsidérer, car il est évident que lorsqu'on a une sclérose en plaques, ça commence par des paresthésies, par des troubles de la vision oculaire, etc., etc. Donc, il y a toujours ce qu'on a appelé, quand on a fait nos études de médecine, des signes fonctionnels. Eh bien, ce sont des signes fonctionnels. Alors, qu'est-ce qui se passe ici pour ce qui est de la phase inaugurale? Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'à quelques nuances près, les 2 types d'affections ont la même symptomatologie clinique. Ceci est essentiel à considérer. Alors, qu'est-ce que c'est? Et que cette symptomatologie clinique va un petit peu dépendre également de la source, du type de source, notamment pour les champs électromagnétiques. Si vous avez abusé, par exemple, du portable, vous aurez plus volontiers des troubles au niveau de l'oreille que si vous utilisez la Wi-Fi, ça va se passer au niveau de la main qui tient la souris, et ainsi de suite. Donc, il y a des petites modifications en fonction du type de source. Voilà. Mais disons qu'en gros, vous avez 3 périodes. Une période inaugurale qui est, si vous voulez, caractérisé par ce triptyque des maux de tête, des acouphènes et une hyperacousie. C'est-à-dire qu'ils sont très intolérants au bruit. Bon. Alors, il y a des troubles de la sensibilité superficielle ou profonde, avec des faux vertiges. Dans 5% des cas, ces malades-là présentent un Romberg. C'est surtout pour les électro-hypersensibles, ils ont un Romberg à l'examen clinique. Donc nous sommes déjà, non pas dans une invention, mais nous sommes dans de la clinique, pure et dure. Bon, et puis, déficit d'attention de la concentration, perte de mémoire immédiate. Alors là, c'est absolument, c'est du 90% des cas. Il n'y a pratiquement pas d'électro-hypersensibilité ou de sensibilité multiple aux produits chimiques qui n'est pas, si vous voulez, ces déficits cognitifs. Et puis vous avez une phase d'état. Et là, si vous voulez, en plus des symptômes précédents qui, nous allons le voir, surviennent à chaque fois que le malade se dit être au contact d'un champ électromagnétique ou d'un produit chimique, eh bien, vous avez une triade, là encore, insomnie, fatigue, tendance dépressive. Voilà. Donc, ça, c'est ce que nous sommes en train d'analyser en ce moment sur 1500 cas, de façon à avoir, de façon claire, le tableau clinique précis de ces malades. Alors c'est la seule, à ma connaissance, c'est la plus grande série mondiale de malades examinés, et c'est la seule qui va aussi loin, puisque les malades ont été examinés et investigués biologiquement, comme vous allez le voir. Alors, il y a une phase d'évolution, etc. Et là, si vous voulez, ça va être, d'une part, un Alzheimer possible. Vous allez voir que les signes biologiques pour certains malades, lorsque la maladie est en phase d'état notamment, eh bien, si vous voulez, ça évoque un état pré-Alzheimer. Bon, et puis, mais vous avez aussi la possibilité de cancer, je l'ai pas mis là, mais qui est également les 2 pôles, et de maladies auto-immunes. Et c'est surtout pour les produits chimiques qu'on va tomber dans des anomalies auto-immunes.
Alors, les critères diagnostiques que nous avons retenus, les symptômes non expliqués par une pathologie connue, ça il a fallu bien sûr vérifier qu'il n'y avait pas une tumeur du cerveau, une sclérose en plaques ou autre maladie. Apparition et reproductibilité des symptômes sous l'effet d'une exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité ou à des faibles concentrations de produits chimiques. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'important. Régression ou disparition des symptômes en cas d'évitement. Donc ça, ce sont des critères qui nous ont permis d'inclure les malades dans la série dont je vous parle. 3 critères secondaires, tableau clinique évolutif en 3 phases, phase inaugurale d'état ou d'évolution, ça c'est un peu à part. Développement progressif de l'électrosensibilité, association HSMCS, ça c'est des critères qui sont à part. Mais il est bien entendu que si vous avez un malade qui a à la fois, et qui vous dit être intolérant aux champs électromagnétiques et qui vous dit en plus que, vous savez, moi, à chaque fois que je rentre dans une maison où il y a des vapeurs toxiques ce fameux syndrome des odeurs qui a été décrit en France, mais et celui qui est en fait qui correspond à ce que à une sensibilité multiple aux produits chimiques. L'association est très évocatrice d'une pathologie, le fait qu'il y ait les deux à la fois. Alors, c'est insuffisant. Il faut donc aller au-delà des critères cliniques et donc faire des analyses biologiques avec des marqueurs objectifs. Et là, je vais vous présenter ce que j'ai présenté à Bruxelles et ce qui est publié maintenant, tout au moins sur cette première partie de l'étude, des marqueurs, l'histamine, la protéine S100B, la nitrotyrosine, les protéines chaperone, HSP27 et 70 et auto-anticorps anti-myéline. Alors, bien sûr, on ne peut pas faire tous ces tests partout, mais il est évident que, et c'est ce dont j'ai discuté tout à l'heure avec Josiane Pelage, qui est le fait qu'il va falloir adapter, parce que beaucoup de ces tests ne se font que dans des laboratoires spécialisés, mais l'histamine, on peut la doser, y compris ici, et la protéine S100B aussi probablement. Et donc, il faut absolument prendre en charge ces malades. Je ne peux plus les prendre en charge sur Paris. Mon carnet de rendez-vous, il est plein. J'en ai pour un an de rendez-vous déjà pris, donc c'est plus possible. Donc, il faut absolument maintenant essayer de mettre en place ces consultations de médecine environnementale, car ça rentre vraiment dans la médecine environnementale. Alors, il y a un examen d'imagerie médicale qui malheureusement ne pourra pas être fait ni ici, dans beaucoup d'autres régions ou pays. C'est ce qu'on appelle l'écho-doppler cérébral pulsé, mais vous allez voir dans un instant que cet examen qui est relativement simple à faire, malheureusement, il n'y a qu'une machine fonctionne en France, c'est pratiquement je dirais encore une machine de recherche, et capitale au niveau des renseignements que ça peut nous donner. Alors, l'histamine, oui, alors on dit, vous savez bien maintenant, là, les gens qui nient l'existence de ces pathologies, ils nous disent, c'est des psychosomatiques ou c'est des maladies psychiatriques. Manque de chance. Vous voyez que pour ce qui est des électro-hypersensibles, eh bien, 37% ont, si vous voulez, un taux d'histamine qui est augmenté, quelquefois 10 fois la normale. C'est pas des petites augmentations. C'est quelquefois le double, le triple, le quadruple, jusqu'à 10 fois la normale, j'ai pu voir. La même chose pour le MCS, ça tourne, et quand ils ont les deux, ça, oui. Donc, en gros, on peut dire que dans environ 40% des cas, vous avez un taux d'histamine augmenté dans le sang. Donc ça peut être fait partout, et là, ça vous met déjà sur la voie d'un diagnostic objectif. Ça élimine les simulateurs ou autres personnes. Alors, l'histamine, on n'en a pas suffisamment parlé, et je pense que ce qu'il faut quand on analyse toutes ces pathologies, j'en discutais tout à l'heure avec quelqu'un du colloque, c'est l'inflammation de bas grade qui est la clé à toutes ces maladies. C'est que ce soit, y compris la schizophrénie, y compris les maladies psychiatriques, qui sont en fait des maladies organiques. C'est ce que je dis dans mon prochain bouquin. Il est clair que la schizophrénie est une maladie organique. Ça n'est pas du tout de la psychogénie. C'est pas une maladie psychogénique. C'est une maladie absolument organique comme une autre. La seule chose qui différencie l'Alzheimer, par exemple, de la schizophrénie, l'Alzheimer, on sait que maintenant, et l'autisme, ce sont des maladies organiques, ça on le sait. Bon, la seule chose qui les différencie, c'est tout simplement le fait qu'on a affaire en psychiatrie à des symptômes de type psychiatrique. Mais il n'y a aucune raison pour dissocier un symptôme psychiatrique et l'associer à quelque chose qui est induit pour des raisons purement psychologiques d'un syndrome neurologique qui, lui, est bien sûr prouvé être de nature organique. Je ne dis pas que toutes les affections psychiatriques sont d'origine organique.
Je pense qu'il y a certaines névroses qui manifestement sont induites par un environnement psychologique. Ceci est tout à fait clair. Et puis, comme nous l'a dit tout à l'heure Isabelle, il est évident qu'il peut y avoir des transmissions de type épigénétique dans ces maladies psychiatriques. Bon. Donc, ce qui simplifie pas la chose. Mais retirer systématiquement le caractère organique à une maladie psychiatrique, alors c'est absolument énorme ce que je suis en train de vous dire, mais ça me paraît tout à fait plausible au vu de la littérature scientifique internationale, en tout cas actuellement. Alors, l'histamine, très important, parce que dans l'inflammation de bas grade, vous avez les mastocytes. Et les mastocytes, vous savez que ça a des granules d'histamine, et sous l'effet de facteurs environnementaux notamment, y compris donc les champs électromagnétiques, vous pouvez avoir une dégranulation de ces mastocytes, et donc une libération d'histamine. Et c'est ce qui se passe ici pour ces malades-là. Oui, alors non, je vais revenir en arrière, parce que ça va... Bon, il est clair que il y a dans le sang cette histamine. Alors, deux hypothèses. Est-ce que l'histamine provient de mastocytes qui sont dans une inflammation cérébrale? C'est ce que tentent à dire les résultats que nous avons. Ou est-ce que ça survient dans les mastocytes de la peau, par exemple? Il est clair que la screen dermatitis, on a vu qu'il y avait des mastocytes et de libération d'histamine locale. Donc, les deux hypothèses ne sont d'ailleurs pas exclusives l'une de l'autre, y compris chez un même malade. Il est évident que les champs électromagnétiques ne choisissent pas une cible plus qu'une autre. Si, il y a plus le cerveau quand on utilise un portable, par exemple, mais ça peut concerner la peau aussi bien et d'autres organes, d'ailleurs le cœur. Tout à l'heure, on nous en a parlé. Donc l'histamine est très importante. Or, cette histamine est capitale, car on a pu démontrer qu'elle induit du stress oxydant au niveau de la barrière hémato-encéphalique. Elle est donc capable d'ouvrir la barrière hémato-encéphalique. Donc l'histamine en soi est un facteur qui ouvre la barrière hémato-encéphalique. D'ailleurs, inflammation, c'est ce que je disais tout à l'heure à quelqu'un, la barrière hémato-encéphalique, il ne faut pas la concevoir comme quelque chose de purement je veux dire, bien déterminé au niveau de la physiologie. Lorsqu'il y a une neuroinflammation sous l'effet de champs électromagnétiques, par exemple, eh bien, elle est inflammée, cette barrière. Donc, elle va laisser passer, elle va s'ouvrir d'une façon ou d'une autre, et l'histamine est certainement une molécule qui intervient de façon considérable. Alors, là, j'ai pas non plus innové beaucoup, mais j'ai tout simplement lu la littérature internationale qui montrait que lorsqu'on expose à des rats à ces protéines chaperones dont Isabelle Mansuy vous a parlé tout à l'heure, eh bien, qui sont des signes, si vous voulez, de souffrance cérébrale, eh bien, vous avez libération dans le sang de ces protéines chaperones. Alors la HSP 70, HSP 27, puis quand on analyse les deux, vous voyez qu'on a tout de même, là encore, des marqueurs qui se trouvent sur un tiers des malades, là un quart, et là 40%. Donc si vous voulez, on a maintenant des marqueurs absolument objectifs pour dire que ces malades-là sont de vrais malades. C'est ça qu'on peut déjà dire. Et que il y a probablement une neuroinflammation puisqu'il y a de l'histamine. Voilà. Enfin, une inflammation, probablement neuroinflammation parce qu'il y a de l'histamine. Mais on a été beaucoup plus loin encore. Alors, si vous voulez, voilà. On a parlé, hier, on a eu malheureusement, j'ai pas pu discuter suffisamment avec le professeur de neurologie qui est spécialiste dans les scléroses en plaques, mais il faut voir, si vous voulez, d'ailleurs, la sclérose en plaques dans un cadre beaucoup plus large, à mon avis, c'est-à-dire les maladies de démyélinisation. Ceci est important. C'est-à-dire que il va y avoir sous l'effet d'un certain nombre de facteurs environnementaux. Alors quand il parlait pour la sclérose en plaques, ce qui est très connu, le rôle du soleil, ce sont des champs électromagnétiques. La lumière solaire, elle comprend pas. Il y a du visible, mais il y a de l'infrarouge. Tout ça, c'est des champs électromagnétiques. Donc, si vous voulez, ici, vous voyez que tout de même, dans presque 30%, enfin dans 20% des cas, dans un quart des cas. J'ai du mal parce que ça tombe. Ça marche plus. Bon. Voilà. Donc vous voyez que il y a des anticorps anti-homéline, donc contre la substance blanche, chez un tiers des cas, là c'est un peu 20% et 23%. Voilà. Les malades. Donc ceci est très important et vous explique. Alors, il est évident qu'on va suivre particulièrement ces malades pour voir s'ils vont pas
évoluer vers, si vous voulez, une maladie démyélinisante, et en particulier une sclérose en plaques, ce qui n'est pas du tout impossible compte tenu des données de la littérature. Voilà. Alors, comment interpréter? D'ailleurs, c'est quelque chose qui peut être qui est acceptable pour l'ensemble des pathologies auto-immunes. Là, il faut maintenant aller véritablement dans de la biologie. Eh bien, sous l'effet d'un produit chimique ou d'un champ électromagnétique, on va modifier le paratope des protéines, ce qui fait que ces protéines vont devenir des antigènes, et d'où, lorsque le système immunitaire n'est pas trop effondré, fabrication d'auto-anticorps. Donc, vous voyez que à la théorie hygiéniste de Jean-François Bach, etc., on peut tout à fait substituer ou si vous voulez ajouter en complément certainement l'action des environnementales, des produits chimiques ou des champs électromagnétiques. Ceci est tout à fait, si vous voulez, possible, et j'ai une certaine réserve vis-à-vis de cette théorie hygiéniste, tout simplement parce que, si vous voulez, on sait que la pauvreté favorise les infections et que, si vous voulez, les infections, et qu'il y a un certain nombre de travaux qui disent que il y a des pathologies telles que auto-immunes qui sont également favorisées par la pauvreté. Donc pauvreté, maladie auto-immune et voilà, donc ça irait contre la théorie hygiéniste. Donc il faut faire très très attention. N'oublions pas que la théorie hygiéniste, ça n'est qu'une association de phénomènes, d'événements, et non pas de causalité démontrée. C'est-à-dire qu'on dit que effectivement il pourrait y avoir voilà. Donc je suis pas contre, parce que ça c'est certainement une possibilité, mais c'est certainement pas non plus une explication qui passe partout pour l'ensemble des pathologies auto-immunes. Voilà, alors là, on va dans des choses qui sont extrêmement intéressantes parce que la protéine S100B et la nitrotyrosine, ce sont des marqueurs de l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique. Et ceci est très important. Et ceci est démontré, je vous donnerai les références dans un instant. Alors, et c'est là où le mécanisme du docteur Souvet doit être tout de même revu un petit peu, ce que dit Paul, notamment, pas ce qu'il a dit lui, mais ce que dit Paul. Et là, c'est tout à fait vrai pour ce qui est de ce que dit Paul là. La nitrotyrosine, c'est un marqueur de la production de peroxynitrite, donc un marqueur, c'est il faut savoir que le peroxynitrite, c'est probablement l'un des meilleurs radicaux libres aujourd'hui. Et donc, si vous voulez, la nitrotyrosine, quand la nitrotyrosine est élevée, ça veut dire que le marqueur est élevé, ça veut dire qu'on a en fait, des défenses antioxydantes qui sont diminuées. Et donc, et ça, c'est l'effet, si vous voulez, de la nitrotyrosine, mais il est clair que c'est en plus du marqueur de l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique. Mais ça s'explique très bien, puisque cette barrière hémato-encéphalique, elle s'ouvre à cause du stress oxydant. Que ce stress oxydant soit, si vous voulez, induit par l'histamine ou par d'autres facteurs reliés à l'inflammation. Et alors, vous voyez, ce qui est très important, c'est que dans 70% des cas, eh bien, dans 70% des cas, quand on a à la fois une augmentation de l'histamine, une augmentation de la protéine S100B et ou de la nitrotyrosine, on est capable, 7 fois sur 10, de faire un diagnostic objectif d'ouverture de la barrière hémato-encéphalique et donc, si vous voulez, d'affection, qu'elle soit liée au champ électromagnétique ou aux produits chimiques, d'affection qu'il va falloir traiter, mais basée sur ces éléments de diagnostic. Alors voilà les articles qui montrent que ce sont des marqueurs de barrière hémato-encéphalique. Voilà, ça c'est un résumé de l'ensemble. Il y a aussi une chose très importante que je voudrais vous dire, c'est la vitamine D. Ces malades-là ont très souvent un effondrement de la vitamine D. C'est pas du tout une petite baisse de la vitamine D, c'est un effondrement, jusqu'à quelquefois avoir 0 de vitamine D dans le sang. Bon, deuxième facteur excessivement important, ils ont dans 30 à 40% des cas un déficit en zinc. Le zinc,
nous l'a dit André Picot, intervient est un antioxydant, je parle sous ton contrôle, antioxydant, et il est clair que le déficit en zinc est probablement lié au fait que, étant donné qu'il y a un stress oxydant majeur, eh bien, le zinc a été consommé d'une façon ou d'une autre, mais en tout cas, ils ont un déficit en zinc circulant dans 30 à 40% des cas. Et un point très important, la mélatonine, qui est aussi une molécule, si vous voulez, qui a des propriétés antioxydantes, c'est un des meilleurs antioxydants qui puisse exister, eh bien, elle est effondrée chez tous les malades. Quand on fait le rapport mélatonine-créatinine, tous les malades ont, si vous voulez, une baisse de mélatonine urinaire. Alors là, je me suis complètement trompé depuis. C'est pas une diminution de la synthèse, c'est une augmentation de la consommation, tout simplement parce qu'on a affaire à un stress oxydant majeur. C'est la raison pour laquelle on n'a pas suffisamment parlé jusqu'à aujourd'hui, tout au moins dans ce que j'ai entendu, de stress oxydant, qui est pour moi quelque chose d'inflammation de bas grade et de stress oxydant, qui est la clé de voûte à l'ensemble des pathologies de notre siècle aujourd'hui. Hein. C'est vraiment quelque chose à prendre en considération. Alors, nous allons arriver maintenant vers quelque chose qui est explicatif, qui va nous permettre d'avoir une compréhension physiopathologique de ces affections. Alors, si vous voulez, un élément diagnostique essentiel, c'est la négativité de toutes les explorations d'imagerie classiques. L'IRM est normal, sauf quelques cas d'exception. L'angioscan est normal, le scanner cérébral est normal. J'ai fait systématiquement malade des échodoppler de l'artère des carotides, c'est normal partout. On n'a aucun moyen, sauf, si vous voulez, un test que, si vous voulez, nous avons mis au point, qui est cet échodoppler cérébral pulsé, qui va faire que, si vous voulez, on décèle chez ces malades-là, quasiment systématiquement, une hypoperfusion cérébrale dans une zone particulière, c'est-à-dire au niveau des lobes temporaux, à la face interne des lobes temporaux, dans une aire qui prédomine au niveau de l'aire capsulothalamique, comme je vais vous le montrer, et qui concerne le système limbique, qui, à mon avis, est très certainement impliqué dans cette pathologie de façon prioritaire, qu'elle soit chimie ou champ électromagnétique, et le thalamus, et qui va d'ailleurs nous expliquer les symptômes cliniques que nous avons observés, que je vous ai décrits trop rapidement. Voilà, alors, ça, on va y passer. Donc ça, je fais en plus maintenant un échodoppler de l'artère cérébrale moyenne. Tout ça, c'est en cours de publication. Voilà l'appareil dont on se sert. Ça va... Si vous voulez, ça combine un ordinateur avec ce qu'ils appellent un tomosphygmographe. Il y a une source c'est sur des ultrasons, et puis ça explore les lobes temporaux. Donc je vais passer rapidement. Alors ce qui est très intéressant, c'est que si vous voulez, c'est une analyse centimètre par centimètre qui va de la périphérie à la face interne du lobe temporal. Vous voyez là, alors ça analyse le cortex, le sous-cortex. L'aire qui correspond à l'artère sylvienne superficielle, profonde, et puis une zone intermédiaire, et puis la vertébro-basilaire, voilà. Et donc, on va aller tout de suite, parce que j'ai pas beaucoup de temps, pour vous montrer ici un scan qu'on obtient, c'est-à-dire que ici vous avez la périphérie, ça c'est le lobe droit, lobe temporal droit, ça c'est le lobe temporal gauche, vous avez la périphérie ici, la partie interne du lobe temporal droit, la partie interne du lobe temporal gauche et le cortex ici. Alors, tous ces scans-là, ce sont des sujets normaux. Et voilà ce qui se passe chez les électro-hypersensibles ou sujets atteints de MCS. Il est évident que ça n'est pas spécifique parce qu'on a exactement la même chose dans l'Alzheimer. La seule chose, c'est que là, ça va être réversible. Alors que, si vous voulez, ça n'est pas dans l'Alzheimer, malheureusement. Et vous voyez que, vous voyez que ici, c'est surtout dans cette zone-là, de chaque côté, dans la zone capsulothalamique, qu'on a une diminution du pouls cérébral, c'est-à-dire une baisse du flux sanguin, puisque cet échodoppler envoie des ultrasons qui vont se réfléchir sur les globules rouges, et donc, si vous voulez, en fonction de cette réflexion, vont pouvoir mesurer le flux sanguin, et donc, qui dit diminution du flux sanguin, dit bien sûr diminution de l'oxygène, et qui dit diminution de l'oxygène, dit bien sûr dysfonctionnement au niveau des astrocytes, c'est-à-dire de la microglie et de la macroglie, mais également des neurones, bien sûr. Et quand c'est le dysfonctionnement et la mort des neurones, on entre dans l'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, d'ailleurs, dont on décrit maintenant des formes liées au champ électromagnétique de plus en plus, et bien sûr, chez l'enfant, l'autisme.
Voilà. Alors ici, ça se voit pas, mais vous avez ici un tracé pratiquement plat une pathologie type EHS ou MCS, alors que là, vous avez des grandes ondes, mais on voit pas. Voilà. Bon, donc c'est normal en haut et anormal en bas. Alors, je vais passer vite puisqu'on voit rien. Voilà. Alors là, très rapidement, voilà un scan tout à fait normal, un scan normal chez un électro-hypersensible. Vous voyez que c'est les zones capsulothalamiques qui sont atteintes. On a essayé de corréler ça à des tomoscintigraphies cérébrales de perfusion. Vous voyez que là, on a en général quelque chose qui existe à ce niveau-là. Donc, si on n'a pas d'écho Doppler cérébral pulsé, on peut faire des scintigraphies cérébrales qui sont moins sensibles, mais qui peuvent même donner des éléments pour le diagnostic. Voilà, en tout cas, vous voyez ici, on a essayé chez ce malade-là, les deux résultats vont dans le même sens, hypoperfusion plus nette au niveau de l'encéphaloscan avec prédominance au niveau de la région limbique. Bon. Voilà, donc je passe aussi sur un autre cas, très très vite, c'est à peu près la même chose. Vous voyez ici, c'est une prédominance au niveau du lobe temporal gauche. Voilà, alors et avec toujours cette zone capsulothalamique qui est atteinte. Voilà, alors on a encore quelque chose qui va dans le même sens, mais qui est moins précis avec la scintigraphie cérébrale. Les deux résultats vont dans le même sens, hypoperfusion plus nette au niveau de l'encéphaloscan avec prédominance au niveau de l'hémisphère gauche dans ce coup-là. Donc on est, si vous voulez, dans une pathologie maintenant où on a des armes, des moyens pour en faire le diagnostic et donc traiter. Alors, je vais passer très rapidement à la physiopathologie. Je vais passer beaucoup parce que combien il me reste de temps là? 10 minutes. Combien? 10 minutes. Bon, voilà, je suis dans les temps, c'est bon. Alors, si vous voulez, il y a une analyse qui devrait arriver aussi, qui est tout simplement de savoir quelles sont les expositions qui ont eu lieu chez cette pathologie. Alors, pour ce qui est tout au moins des sources électromagnétiques. Alors, vous voyez que ce sont des chiffres approchés car nous n'avons pas encore les résultats définitifs. C'est tout simplement des résultats un peu à la louche, si vous voulez, qui ont été faits sur les premiers 100 cas. Bon, vous voyez que dans la majorité des cas, c'est téléphonie mobile, abus du téléphone mobile. Je vous rappelle que, pour répondre à une question de ce matin, un portable, le GSM classique, c'est pas plus de 20 minutes par jour par séquence de 6 minutes. C'est même ce que les opérateurs disent. Alors vous avez des gamins qui aujourd'hui téléphonent 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, avec une véritable addiction au portable. Bon, même chose pour le DECT, parce que c'est exactement la même chose. La Wi-Fi, vous avez des gens qui travaillent en Wi-Fi, des jeunes, 12 heures par jour. Leur nuit, ils se couchent à 1 heure du matin, ayant fait des jeux ou je ne sais pas quoi, regarder des trucs sur leur ordinateur, tout simplement, avec Wi-Fi. Donc on est vraiment dans un problème d'éducation, là. Et avec, bien sûr, une éducation qui n'est pas faite, tout simplement, parce qu'on va même dans le sens inverse, puisque le ministère de l'Éducation maintenant recommande la Wi-Fi partout, et les tablettes et consorts, et que et que, bien sûr, les opérateurs, ils sont contre ce type d'éducation, puisque c'est restreindre, si vous voulez, leur vente. Voilà. Alors, mais vous avez aussi, alors, ce qui est assez curieux d'ailleurs, c'est que vous avez aussi, alors, une chose très importante. Il faut bien distinguer le champ électromagnétique causal, les effets, le champ électromagnétique causal qui va donc induire des effets cliniques, des conséquences lorsque vous êtes électro-hypersensible, par exemple. Tout simplement parce que quand vous êtes électro-hypersensible, comme je l'ai dit ce matin, l'électro-hypersensibilité se définit, d'abord se distingue de la tolérance, c'est ce que je dis, se différencie de la susceptibilité, donc qui peut être acquise ou innée, génétique, épigénétique, qui se distingue bien sûr de la susceptibilité. Elle se définit par deux choses, cette hypersensibilité, que ce soit au champ électromagnétique ou aux produits chimiques. Premièrement, par l'extension du spectre électromagnétique. Autrement dit, vous avez des électro-hypersensibles qui vont commencer par les radiofréquences, un abus des radiofréquences, et puis ça va évoluer vers les extrêmement basses et basses fréquences. Donc vous finissez par avoir tout le spectre des fréquences concernées au bout d'un certain temps d'évolution. À tel point
que sur ces 1500 cas, j'ai vu j'ai quelques cas, 2 cas, de personnes qui sont devenues intolérantes à la lumière solaire. Autrement dit, ils sont obligés de porter un bandeau en permanence. Alors on les prend pour des fous? Non. Et quand on retire le bandeau, c'est une catastrophe, ça leur déclenche des maux de tête, etc. Donc ça veut dire que c'est tout le spectre qui peut être concerné en fin d'évolution. Et le deuxième point, c'est que il y a un deuxième critère pour l'électrohypersensibilité, c'est que effectivement, c'est pour des intensités de plus en plus faibles. C'est-à-dire que au début, on est à 1 volt par mètre, par exemple, et puis ou à 2 volts par mètre, etc. Puis on finira par devenir intolérant pour moins de 0,6 volts par mètre. Donc ça veut dire que les opérateurs et les gens qui ne veulent absolument pas reconnaître cela tirent parti de cela en disant oui, mais c'est pas possible. Bon, et puisque ils oublient le côté hypersensibilité qui fait que ces malades-là sont pris pour des fous, parce que là où même il n'y a pas on rejoint l'effet nocebo, c'est-à-dire que même quand il n'y a plus de source active, ils se plaignent encore, ils vont se tromper, tout simplement parce que c'est un peu comme les réflexes de Pavlov, ils sont tellement habitués à se protéger lorsqu'il y a des sources, des antennes, etc., qu'ils finissent par le simple fait d'être mis au contact d'une source qui, même si elle n'est pas active, leur déclenche des symptômes. Donc c'est pour ça que c'est excessivement difficile et que cette électrohypersensibilité, il faut bien l'expliquer de façon à essayer de comprendre pourquoi ces malades réagissent comme ceci et pourquoi les tests de provocation, beaucoup d'entre eux sont négatifs. Bon. Et puis, c'est la même chose pour l'hypersensibilité aux produits chimiques. Là, il y a bien sûr aussi c'est une extension à tous les produits chimiques essentiellement artificiels, mais également pour des concentrations de plus en plus faibles. Donc voilà vous voyez, en tout cas ici, vous voyez que ça c'est la causalité qui a été retenue, et vous voyez qu'il y a tout de même des lignes à haute tension, transformateurs électriques, des éoliennes dans cette série. Alors je vais passer très vite pour aboutir à cette hypothèse qui paraît tout à fait possible et qui est publiée, donc qui va être publiée dans les semaines qui viennent. Et c'est l'hypothèse thalamo-limbique pour expliquer ce qui se passe. Ça rejoint d'ailleurs le travail d'une Américaine qui est Claude Miller, et qui n'est d'ailleurs pas venu il n'a pas pu venir à notre réunion à l'Académie, mais vous voyez que voilà, je vais passer très vite sur ça pour conclure. Voilà. Alors, il y a une chose importante, c'est que je vous ai parlé de susceptibilité. Alors, et on va retomber sur le problème du mercure justement là. Bon, il y a 2 façons d'ouvrir la barrière hémato-encéphalique. Vous avez la façon dont je vous ai parlé, qui est cette inflammation provoquée par les champs électromagnétiques ou les produits chimiques, mais vous avez, comme l'a dit André Picot, une voie tout à fait naturelle qui est par le biais du nerf olfactif et qui aboutit, où ce nerf olfactif, au système limbique. Donc nous sommes absolument en pleine connaissance de cause pour ce qui est en tout cas de la multiple chemical sensitivity, où il y a le système limbique. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on met en évidence dans cet encéphaloscan, enfin dans ce que je vous ai montré, c'est tout simplement une inflammation qui se trouve au niveau du système limbique et du thalamus. Voilà. Alors vous avez aussi une chose qui doit être prise en compte, c'est que nous avons des magnétosomes, c'est-à-dire des récepteurs. Il faut bien distinguer l'électrosensibilité de l'électro-hypersensibilité. Nous sommes tous électrosensibles. Les bactéries sont électrosensibles. Autrement dit, les bactéries sont sensibles au champ électromagnétique. Les oiseaux migrateurs fonctionnent, si vous voulez, parce qu'ils ont un magnétosome dans l'œil droit. Je sais pas pourquoi c'est l'œil droit, mais c'est comme ça. Et c'est ça qui leur permet de migrer, de se retrouver avec en plus, bien sûr, la lumière visible. Donc, et nous sommes tous électrosensibles. Nous avons des récepteurs qui se trouvent au niveau du système nerveux, dans nos neurones,
Et dans si vous voulez, voilà, ça je passe, voilà ces récepteurs particuliers qui vont faire que nous sommes plus ou moins sensibles au champ électromagnétique. Alors on peut imaginer que, et c'est mon hypothèse aujourd'hui, que il y a des familles d'électro-hypersensibles. Et bien ça pourrait être lié, pourquoi pas, à des gens qui vont naître avec un nombre de récepteurs, de magnétorécepteurs augmenté par rapport à la normale pour des raisons X qu'on ne connaît pas encore. Enfin voilà, ça c'est toute partie. Voilà, si vous voulez, le problème des amalgames dentaires. Il est évident que les amalgames dentaires métalliques font antenne. Et à partir du moment où ça fait antenne, ça amplifie les effets biologiques. Alors, je vais passer. Le champ électromagnétique basse et fréquence et Alzheimer, c'est démontré. Il y a 20 études épidémiologiques dans le monde, dont une méta-analyse qui montre qu'il y a un lien de causalité entre exposition prolongée au champ électromagnétique et donc la maladie d'Alzheimer. Alors je voudrais terminer sur et c'est la dernière sur si vous voulez un schéma physiopathologique où où nous partons du principe qu'il y a une neuroinflammation, le rôle des mastocytes, une hypoperfusion au niveau du cerveau. Ceci, par le biais de cette neuroinflammation, il y a un stress oxydant, ça ouvre la barrière hémato-encéphalique. Il y a, si vous voulez, une réaction qui se fait, la gliose est un équivalent de réaction immunitaire ici, parce que les cellules gliales peuvent être associées à des cellules immunitaires. Et puis, vous avez bien sûr la mélatonine qui est effondrée, qui va aggraver le stress oxydant puisqu'il y a une perte des défenses antioxydantes. Et vous avez deux états. Un état réversible qui va, si vous voulez, être toute la partie de gauche. Et puis, si ces malades ne sont pas pris en charge très rapidement par un traitement antioxydant, antihistaminique et une vitaminothérapie intensive, ça peut évoluer vers le deuxième stade, qui est un stade irréversible, où là, on arrive au niveau du cancer, certains cancers bien sûr, mais également les tumeurs cérébrales, telles que ça a été décrit par Lennart Hardell en Suède, mais également les leucémies aiguës décrits par l'anglais de repère dans le pourtour des lignes à haute tension. Et puis, vous avez, bien sûr, la destruction neuronale, qui est la grande complication, qui est, au fond, l'évolution vers non seulement la maladie d'Alzheimer, qui est, je dirais, quand on teste la maladie d'Alzheimer, on va trouver un certain nombre des marqueurs que je vois ici augmenter. Donc, c'est pas loin, si vous voulez. Bon. Et puis, la maladie de Parkinson, vous savez que maintenant, on décrit ces formes du Parkinson qui ne survient pas à 70 ans ou 65 ans, maintenant à 35, 40 ans. Donc ça, c'est plus ce que Sir Parkinson avait décrit. Et puis, bien sûr, la sclérose en plaques qui pose des problèmes. Alors là, il y a tout un article qui vient de sortir également entre une comparaison des symptômes entre l'électro-hypersensibilité, c'est Hall Johnson qui a publié ça notamment, et la maladie d'Alzheimer. Il y a certaines formes d'électro-hypersensibilité simulent à s'y méprendre une sclérose en plaques. Donc probablement, si vous voulez, ce genre de pathologie et peut-être que dans 2 ans ou 3 ans ou 4 ans, si je reviens ici, je viendrai vous dire voilà, parce que nous faisons une étude longitudinale bien sûr, nous verrons peut-être que les gens qui ont par exemple une protéine S100B augmentée auront telle pathologie, etc., etc. Voilà. Merci, il y a beaucoup de choses à faire. Merci.